Hello aventurier Naakal, ici Jack Hydra, je suis aux Utopiales de Nantes. Il s'agit d'un festival sur la science-fiction, littérature et cinéma. Et là je m'apprête à assister à la prochaine conférence dont le sujet est l'intelligence artificielle. Je te dis à tout de suite pour de prochaines aventures. Et puis, il y en a d'autres pour qui une intelligence artificielle telle qu'on l'entend dans la science-fiction ne peut pas exister s'il n'y a pas une métaphore déjà du déplacement, de la douleur, etc. Mais une chose intéressante, c'est que une des premières histoires de science-fiction avec une intelligence artificielle, c'est L'homme le plus brut du monde d'Edward Page Mitchell qui date de 1879, très sérieux. C'est une histoire dans laquelle on met dans le corps un milieu congénital, enfin, c'est un mot comme on disait à l'époque, il ne faut pas le dire ça. On lui met une horlogerie qui est inspirée de l'ordinateur de Babbage et puis de la mécanique horlogère, et il devient très intelligent, il a un cerveau, un faux cerveau. Et ça fonctionne. Et la première chose qu'il veut faire, finalement, c'est de conquérir le monde et puis les femmes. Et c'est assez amusant cette idée très ancienne, finalement, qu'un ordinateur intelligent ne pourra avoir que ce genre d'idée. Voilà. Oui. Je pensais à ce que Frédéric sur les prothèses, dans un sens, on peut considérer aussi que quand on apprend à faire des gestes, c'est en partie national qu'on apprend, pas seulement le cerveau. Mais une autre question est celle du désir. Le désir pas forcément sexuel, le désir, bon, bien sûr, voilà, l'exemple que tu donnes, la première chose à laquelle je pense notre être amélioré, c'est conquérir des femmes, c'est un être machinique mal, visiblement, mais il y a le désir plus généralement de faire quelque chose, qui est quelque chose qui semble manquer encore aux intelligences artificielles qu'on a, mais qui semble nécessaire pour celles que nous voulons imaginer. Est-ce que je me trompe ? Finalement, ces machines qui ne créent pas forcément des inégalités, si je comprends bien la réponse de Paolo, mais qui peuvent soit les accentuer, soit les entériner, et en tout cas, de toute façon, qui ne sont pas la solution a priori utopiste qu'on avait pu décerner ou avoir en tête dans les années 1800-1850 au 19e siècle. Mon autre auteur, Philippe Aubert-Côté, auteur du jeu du démiurge, est-ce que la machine peut être un démiurge? Est-ce que la machine pourrait un jour résoudre peut-être le problème énergétique? Vous avez travaillé sur les nanotechnologies. On sait qu'il y a ce rêve de la nanotechnologie qui nous environne et qui pourrait régler les problèmes, résoudre l'accès à la ressource énergétique, permettre à chacun d'y avoir accès. Est-ce que c'est ce vers quoi nous allons, ou peut-être plutôt au contraire, d'après vous, d'après votre expérience en tant qu'auteur, votre vécu en tant que chercheur? Je dirais que dans mon métier, moi, c'était mon ancien métier parce que j'ai changé de métier récemment. Oui, j'ai étudié en bioéthique. Je ne suis pas quelqu'un qui apporte des questions, qui a des réponses, pardon. Je suis quelqu'un qui pose des questions. Donc, à brûle pour point, je n'ai pas de réponse à cette question, mais on peut tenter d'y réfléchir. Est-ce que les machines peuvent résoudre les problèmes énergétiques? Possible. Est-ce qu'il existe des nouvelles sources d'énergie qui nous sont inaccessibles ou inconnues? Si elles sont inconnues, on ne les connaît pas, donc ça va être une surprise si on tombe dessus, et ça pourrait être miraculeux. Je sais qu'il y a des recherches qui se font, par exemple sur la fusion nucléaire, où il y aurait une possibilité d'exploiter des quantités d'énergie phénoménales. Sauf que la technique n'est pas encore au point, mais ce n'est pas impossible qu'elle soit au point. Ce n'est pas impossible pendant qu'on y arrive un jour.
Donc, oui, je crois que les machines pourraient nous aider à résoudre certains problèmes énergétiques. C'est importante, mais là encore, il me semble que la question, notamment dans le temps, dans la conception du temps qu'il y a dans l'Universal War, c'est quelles valeurs sont derrière, quelle place tu donnes à ces machines. Est-ce que ces machines peuvent changer les ressources, changer l'exploitation des ressources, ou au contraire, c'est toujours finalement une question exclusivement humaine? Allô? Dans Universal War 1, la conquête spatiale commence réellement parce qu'on a la fusion. Et qu'avec la fusion, on a l'antigravitation. Bon, alors j'étais un peu loin, mais on a immédiatement un couple qui permet de faire à la fois beaucoup d'énergie et des moteurs très efficaces pour sortir de la Terre. De fait, je donne ma réponse dans la série, puisqu'on reproduit dans le système solaire exactement le niveau de conneries qu'on a sur Terre. Et ça se termine en conflit totalement destructif, et on détruit à peu près autant le système solaire que ce qu'on est en train de détruire sur Terre aujourd'hui. Ça, c'est mon opinion personnelle, je ne l'ai pas réfléchi à l'époque, elle est sortie naturellement. Moi, ce qui me frappe, en tout cas, à chaque fois qu'on parle de machines, et en effet, c'est qu'on pense toujours ça du point de vue occidental. C'est très frappant, par exemple, dans un dessin animé comme Wall-E, où on voit ce petit robot qui nettoie les détritus laissés par l'Occident, et dans un vaisseau, il y a les gentils occidentaux qui sont devenus obèses à force de s'occuper le temps avec d'autres machines. À aucun moment dans ce film, on ne sait ce qui est devenu du reste de la population humaine. L'intégrité de l'Afrique, etc., un néant total. C'est-à-dire qu'il est très probable dans ce film que tous les pauvres sont morts sous les détritus des riches, et qu'on s'intéresse au destin de ces salopards qui là-haut terminent de s'engraisser utilement. Et c'est vraiment très étonnant, ce film a été diffusé partout, je n'ai jamais entendu la moindre remarque à ce sujet-là, alors que finalement ce film désigne très exactement le probable usage de la machine qu'on aura, c'est-à-dire satisfaire de moins en moins de personnes et leur épargner en effet, comme il disait de manière très pertinente, les dégâts de ce qu'on est aujourd'hui en train de faire, réparer ça, mais pour très peu de personnes. Voilà, je trouve que ce film est très parlant par tout ce qu'il ne dit pas. Oui, pour ajouter à ta réflexion, je sors aussi de la salle de Steam Boy tout à l'heure. Je pense qu'il sera d'ailleurs diffusé plusieurs fois pendant le festival, qui est une réflexion sur la vapeur, sur l'énergie de la vapeur, où il y a une espèce de fascination morbide pour aller exploiter cette énergie jusqu'à son maximum, au point que les scientifiques qui se penchent sur cette question-là perdent complètement tout sens scientifique, toute prudence. On a une sorte de djihadisme scientifique, de fascination pour cette énergie illimitée ou quasiment illimitée. Et c'est très éclairant, ça correspond bien aussi à ce que tu dis au final. La machine aggrave plutôt en mon sens les inégalités, mais elle n'est qu'un outil finalement, elle n'est pas tributaire, elle n'est pas responsable des valeurs qu'il y a derrière. Alors lorsqu'on parle de valeurs, évidemment on parle de valeurs politiques. Je me tourne vers l'acteur politique, même si c'est aussi au titre de passionné et de très bon connaisseur de la science-fiction qu'il est là, Emmerich. La mécanisation, l'industrialisation, quelque chose qui remonte maintenant à plus de 2 siècles. Est-ce qu'elle a aggravé, est-ce qu'elle a enlaidi le monde? Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes nos nouvelles machines, toutes nos numérisations, toutes nos machines informatiques, est-ce qu'elles pourraient représenter quelque chose, par exemple, comme une optimisation du partage des ressources en politique, je parle en politique municipale, en politique locale, ou est-ce qu'au contraire, on se rend compte qu'il y a une tentative d'exploitation commerciale systématique des nouveaux moyens de partage de l'énergie? Mais je commencerai, si tu le permets, par un tout petit retour en arrière, mais c'est un peu l'histoire de l'humanité, la lutte contre la nature et la capacité à construire des machines. Moi j'ai grandi avec Rahan qui passe sa vie à inventer des objets, des machines, etc. Et qui a toujours eu un rôle central dans le travail humain, dans la création humaine. Par exemple, prenons les Grecs. Les Grecs, ils ont inventé des tas de choses dans l'astronomie, dans toutes les sciences, les mathématiques, la philosophie, l'histoire, et très peu dans les machines, et très peu dans les machines agricoles. Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves, qui étaient peut-être les robots et les machines d'aujourd'hui, ou en tout cas... donc c'est frappant que la place des machines est toujours au centre des phénomènes de production, donc de travail, donc de partage, ou pas, des richesses. En 1921, si je ne me trompe pas, Kazimir Malevich, qui est plus connu comme plasticien, cubiste, futuriste, enfin il a participé à plusieurs écoles, il écrit un bouquin qui s'appelle « La paresse comme vérité effective de l'homme », où il explique que finalement l'homme, sa vision de la perfection, Dieu, le Dieu occidental en tout cas, il a créé le monde en 6 jours et puis depuis il ne fait plus rien. Donc
notre but à tous, c'est l'oisiveté, la paresse, le loisir. Bon, ça ne matchait pas trop avec le stakhanovisme naissant et la valeur travail en Union soviétique. Donc, il a eu quelques ennuis avec le régime, qui n'était pas tout à fait d'accord avec son bouquin, mais en tout cas, il imagine dès 1921 que l'automatisation va pouvoir libérer du temps, et que l'oisiveté, jusque-là réservée aux plus riches, ceux qui possèdent la force de travail des autres, pourrait être partagée. Et je crois qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, avec des nouveaux paradigmes, je parlais du combat de l'homme contre la nature, aujourd'hui on a le paradigme de savoir si on peut survivre avec l'exploitation qu'on fait de la planète, donc si la nature, l'espèce humaine elle-même peut survivre avec l'exploitation qu'on fait de la planète, mais tu parlais d'accélération tout à l'heure, et je crois qu'aujourd'hui, on est à une deuxième course de vitesse avec la révolution informationnelle et tous les outils que nous avons, après la première révolution industrielle, c'est pour ça que je remets Malevich au milieu. On a d'un côté soit un partage des savoirs, avec d'un côté Wikileaks, et d'un autre côté les écoutes de la NSA, un élitisme transhumaniste à la Google, et puis d'un autre côté, soit le partage, là aussi du travail, du temps de travail, soit une aggravation des inégalités et du chômage de masse, puisque certaines études parlent d'une automatisation qui pourrait demain remplacer 50% des emplois dans les sociétés occidentales comme la Belgique ou la France. Donc on est dans cette course de vitesse-là, et comme toujours dans les grands challenges de l'humanité, on peut s'attendre au meilleur comme au pire. Oui, absolument. Et c'est vrai que de remettre le sujet par rapport au rêve du 19e siècle, enfin, tu fais bien de citer, tu cites Malevich par rapport au 20e, mais c'est vrai qu'il faut bien vous rendre compte qu'au 19e siècle, le rêve, c'était vraiment que les machines allaient tout régler. C'était le bonheur par la machine. Alors finalement, on s'est bien rendu compte, dans cette première partie de la table ronde, avec vos interventions, que la machine n'est rien d'autre qu'un outil, à ne pas forcément confondre avec la notion de technique. Il ne s'agit pas de céder à cette espèce de tentation simpliste de dire si les machines n'apportent rien, alors autant revenir à l'état de nature, autant revenir à l'âge du feu, même à l'âge avant l'agriculture, etc. Les machines ont quand même profondément changé la vie des hommes. Mais il y a quand même quelque chose qui me marque profondément, c'est si les machines ne changent pas les valeurs humaines, si les machines ne sont pas dans la mesure, ne permettent pas de changer la manière dont se comporte l'homme, pourquoi ne laisserait-on pas entièrement le pouvoir aux machines ? Pourquoi on ne laisserait pas les machines entièrement gérées de façon parfaitement autonome, comme par exemple Jan Banks l'exquise dans le cycle de la culture, les machines gérant les ressources pour l'humanité dans une sorte d'utopie globalisée où finalement tout le monde a accès aux ressources parce qu'aucun être humain n'a plus la capacité, le pouvoir d'avoir une influence directe et d'imposer des valeurs politiques sur la gestion de ces ressources. Voilà, bon, tu vois, il y a Cal Universal War, ce dont on parlait dans la conférence tout à l'heure. Eh bien, j'espère qu'elle t'a plu, que ce numéro très spécial dans son ensemble t'a plu. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, c'était Jackie Dra.